Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Losaru, bienvenue dans ma caverne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Reine d'Égypte. Écrit et dessiné par Shi Inudo, ce manga comprend 40 chapitres répartis en 9 tomes. Il a été prépublié dans le magazine Ara de 2014 à 2021 et est édité par Kiun depuis 2017 en France. Allez, on va faire un tour du côté des pyramides. Quand on entend Reine d'Égypte, on pense inévitablement à Cléopâtre. C'est logique, cette femme est probablement la plus célèbre souveraine de toute l'Antiquité. Mais elle n'est pas la seule à avoir marqué de son empreinte l'empire des pharaons. On peut aussi citer Néfertiti, l'épouse d'Akhénaton, devenue célèbre par son buste qui se situe aujourd'hui au Musée national de Berlin. Pourtant, ce n'est pas elle non plus notre héroïne, mais une reine encore plus remarquable que l'on a complètement oubliée pendant des millénaires, Hatshepsut. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pour cause. Ses successeurs ont essayé de l'effacer totalement des archives, lui faisant subir le châtiment qu'on appelle la damnation de la mémoire, damnatio memoriae en latin. Redécouverte seulement au début du XXe siècle, Hatshepsut a pourtant régné seule sur l'Égypte pendant plus de 20 ans. C'est sa vie extraordinaire qui nous est contée ici. Nous sommes au XVe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, le pouvoir se transmet par les femmes. Autrement dit, pour monter un jour sur le trône d'Égypte, il faut absolument épouser la princesse héritière. On pourrait croire que ces croyances empêchent une dynastie de se former, mais c'est sans compter sur l'inceste. En effet, dans cette période antique, les unions entre frères et sœurs sont fréquentes. Le prince Séti, futur Thoutmôsis II et fils de Thoutmôsis Ier, s'apprête donc à se marier avec sa demi-sœur Hatshepsut pour succéder un jour à leur père. Avide de gloire, il attend ce moment avec impatience. Mais ce n'est pas le cas de la jeune fille, qui se sait sacrifier par ce stratagème pour le profit des hommes. Il faut dire que Hatshepsut n'est pas une fille comme les autres. Intelligente, courageuse et excellente tireuse à l'arc, c'est une sorte de garçon manqué. Son but est de se hisser au-dessus de sa condition de femme, afin de régner elle-même sur l'Égypte au lieu de laisser le pouvoir à son imbécile de frère. Mais se battre contre des conventions ancestrales n'est pas chose facile, et encore moins à cette époque. Reine d'Égypte se découpe en deux parties. Durant la première, Hatshepsut tente de résister comme elle peut à son mari, qui succède rapidement à leur père peu après leur mariage. Elle refuse pendant longtemps de coucher avec lui, et se coupe les cheveux afin de tromper son désir. Séti ne s'en formalise pas trop, car grâce à elle, il possède le pouvoir suprême. De plus, ce ne sont pas les concubines qui manquent pour le distraire et lui donner une progéniture. Hatshepsut se découvre une rivale en la personne de Sotis, une courtisane qui n'hésite pas à éliminer les autres pensionnaires du harem afin d'être la première à donner un enfant au pharaon et renforcer ainsi sa position. Si Hatshepsut se moque pas mal des infidélités de son mari, elle ne supporte pas de tels agissements. Dans le même temps, elle doit aussi faire face aux prêtres d'Amon et à leur chef Snerset. Fidèle à Séti, c'est l'homme le plus influent de la cour, et par conséquent un ennemi redoutable. Face à ses puissants adversaires, Hatshepsut n'est cependant pas seule. Elle peut compter sur l'appui du grand vizir Apou-Seneb, qui l'estime à sa juste valeur sans regarder son genre, et pense qu'elle fera un meilleur pharaon que Séti, qui ne songe qu'à la guerre. De plus, elle bénéficie du soutien et même de l'amour de Semnout, un scribe d'origine modeste, mais qui a su gravir les échelons par son talent. Après avoir vécu bien des malheurs, Hatshepsut devient veuve. En effet, Séti meurt d'un empoisonnement. À sa mort, son fils Yehouti, âgé de 3 ans, qu'il a eu avec Sotis, est proclamé pharaon sous le nom de Thoutmôsis III. Mais il ne pourra évidemment pas régner avant très longtemps. C'est donc Hatshepsut qui monte sur le trône. C'est à ce moment-là que débute notre deuxième partie. Hatshepsut ne va pas se contenter de jouer un simple rôle de régence, mais va complètement bouleverser la politique de l'Égypte. Pour commencer, elle arrête les guerres de conquête menées par son défunt frère et les remplace par du commerce. Son but est de faire de l'Égypte la plaque tournante de tout le monde méditerranéen. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette entreprise n'est pas facile du tout. Elle exige la restauration de nombreuses villes et villages, autrefois abandonnés à cause de leur emplacement géographique. Trouver et financer la main-d'œuvre n'a rien d'aisé. Par exemple, la cité d'Avaris se situe à pas moins de 700 km de celle de Thèbes, ce qui ne la rend pas très attractive aux yeux des travailleurs. Heureusement, Hatshepsut sait bien s'entourer. Un marchand étranger nommé Panéhésie gagne ses faveurs au point de devenir son chancelier. Capable d'un simple coup d'œil d'évaluer la valeur d'un objet,
Cet homme excentrique l'accompagne dans plusieurs de ses voyages, notamment au riche pays de Punt, l'actuelle Somalie. Il met également au point la construction du canal de Bubastis qui, longtemps avant le canal de Suez, relie l'Égypte à la mer Rouge. Hatshepsut rencontre de nombreux ambassadeurs, mais elle s'aperçoit que son statut féminin les gêne. Alors, pour gagner en crédibilité, elle décide de s'habiller en homme et de revêtir la fameuse barbe pastiche. Désormais, on ne l'appellera plus seulement reine, mais pharaon, car c'est en tant que telle qu'elle va apparaître aux yeux du monde. Cela risque d'engendrer des problèmes avec Djéouti. Bien que Djéouti ne soit pas de son sang, Hatshepsut le considère comme son fils et l'aime sincèrement. Mais le petit garçon s'écarte rapidement d'elle à cause de son précepteur Sobek, un soldat ambitieux à la solde des prêtres d'Amon. Élevé loin de la cour pour être un guerrier, Djéouti risque de bien mettre à mal la politique de paix de sa mère adoptive une fois sa majorité atteinte. Du moins, c'est ce que l'on croit, mais Shinudo nous réserve quelques surprises. On ne va pas en révéler davantage, mais il faut savoir qu'Hatshepsut partage des relations ambiguës avec son fils adoptif. Il en est de même avec sa fille Néferouré, qu'elle a eue avec Seti juste avant qu'il ne meure. De plus, Hatshepsut compte plusieurs personnes hostiles au sein de son entourage. Si Sotis et Snerset sont des ennemis déclarés, d'autres individus se cachent dans l'ombre, prêts à la frapper encore bien plus durement qu'eux. Dans chaque cour royale peut se cacher les traîtres, et celle des pharaons n'échappe pas à la règle. Le danger peut venir de n'importe où et engendrer des guerres civiles et des coups d'État. L'un des thèmes qui saute le plus aux yeux dans Reine d'Égypte est la définition de l'appartenance ou non à un genre sexuel. À force de se travestir en homme, Hatshepsut ne sait plus très bien qui elle est. Doit-elle se faire représenter dans les statues avec des formes féminines ou bien avec une fausse masculinité? Peut-elle redevenir une femme à part entière maintenant que l'Égypte est pacifiée et prospère? Ces questions la hantent, d'autant plus qu'elles sont couplées à un problème religieux. Dans les croyances égyptiennes, tous les pharaons à leur mort viennent fusionner avec Amon-Ra, le plus puissant des dieux, pour l'aider dans sa lutte éternelle contre Apophis, le serpent destructeur de lumière. Une femme ne viendrait-elle pas souiller cette alliance et risquer de plonger le pays dans l'obscurité? Le problème de sa légitimité se pose à tous les niveaux, et il suffirait que l'Égypte aille mal pour que sa condition féminine, bien que masquée, réapparaisse au grand jour. Après tout, même si elle est aimée dans l'ensemble, certains de ses détracteurs la considèrent comme une débauchée. Par ailleurs, Hatshepsut n'a pas totalement réussi son objectif. Même si elle s'est hissée au pouvoir, en se contentant de se cacher sous des habits d'homme, elle continue en quelque sorte d'en exclure les autres femmes. Il va lui falloir beaucoup de temps encore pour assumer réellement sa condition et devenir un vrai modèle d'inspiration pour les Égyptiennes. Sortir de l'ombre une telle femme et raconter son existence en manga n'est pas chose aisée. Bien qu'elle ait beaucoup développé l'Égypte, Hatshepsut a été effacée de nombreux édifices et tablettes longtemps après sa mort par ses petits-enfants. Ces derniers souhaitaient probablement ainsi écarter les femmes du pouvoir afin d'éviter des luttes intestines. C'est du moins la théorie de Shi Inudo. L'auteur nous enseigne un paquet de choses dans son manga. On assiste à l'édification d'un obélisque de A à Z et à la construction à Del el-Bahari du temple funéraire d'Hatshepsut, un monument unique en son genre. On apprend comment étaient momifiés les animaux de compagnie et en quoi constituaient les rituels pour devenir pharaon. On découvre également les conditions de travail des ouvriers de chantier qui, contrairement aux idées reçues, n'étaient pas des esclaves. Ceci dit, cela ne les empêchait pas de se faire fouetter s'ils n'avançaient pas assez vite. On en a donc pour tous les goûts. En plus, à chaque fin de volume, Shinudo nous gratifie de quelques pages de bonus intitulées Anubis c'est tout, où un personnage, à l'effigie du chacal divin, nous fournit des informations complémentaires. On en apprend ainsi toujours plus sur le quotidien des Égyptiens, leur rapport avec la faune locale et leur rite religieux assez compliqué. Le tout dans un format sympa, humoristique et très pédagogique. Le style de Shinudo se rapproche de celui de Kaoru Mori, l'auteur de Bright Story. C'est logique, car elle a été son assistante pendant un temps avant de lancer son propre manga. Ses dessins sont très beaux et assez détaillés sans paraître trop surchargés. Il s'y dégage beaucoup de sensualité et de raffinement, avec la présence de nombreuses filles en topless. C'est un peu normal, vu le thème et l'époque abordée. Par ailleurs, on remarque que la mangaka s'est conféré du charisme à ses personnages et se débrouille également bien pour représenter les animaux et les monuments en cas de besoin. On remarque certains clichés, surtout au début de l'œuvre. Par exemple, en tant qu'antagoniste, Seti est représenté comme un tyran qui ne pense qu'à se battre et à posséder toutes les femmes qui lui plaisent. Il manque de nuances. Même chose pour Sotis, qui apparaîtra toutefois quelque peu différente dans le dernier volume. Cependant,
D'autres personnages ont des psychologies mieux travaillées. À cheval entre l'homme et la femme, mais dans le sens inverse d'Hatshepsut, Panési ne s'intéresse qu'à ce qui est beau. Impossible à acheter avec des richesses ordinaires, il se montre si sûr de lui qu'il est capable de dicter ses conditions à la reine alors que ce devrait être le contraire. Apu Seneb fait beaucoup penser à Varys de Game of Thrones. Tout comme cet eunuque, c'est un personnage redoutable qui possède un réseau d'espions très développé. Personne ne sait ce qu'il pense réellement et il est capable de commettre des actes horribles qu'il juge nécessaires pour le bien de l'Égypte. Mais la palme revient à Semnout. Tour à tour ami, amant et ex-Hatshepsut, cet homme, également précepteur de la princesse Néferuré, finit par accomplir des choses dont on ne l'aurait jamais soupçonné naguère. C'est un personnage aux multiples facettes, tant par ses différents métiers exercés que par son caractère. Pour conclure, Reine d'Égypte est un manga classé seinen qui a le mérite de nous présenter une reine effacée dans l'histoire et de réparer ainsi une injustice. Un jour, grâce à lui, on ne pensera peut-être plus seulement à Cléopâtre lorsque l'on nous demandera de citer une souveraine antique. Splendeur graphique de bout en bout, Reine d'Égypte se lit avec plaisir. Néanmoins, il manque un peu de piquant, notamment avec le personnage de Djéouti qui est un peu décevant. La première partie est la meilleure, car à ce moment-là, Hatshepsut n'a pas encore les pleins pouvoirs, et encourt même certaines menaces. Ceci dit, l'avoir développé progressivement l'Égypte est également très intéressant. Si vous aimez l'histoire et l'Antiquité, Reine d'Égypte devrait vous combler par son ton innovant et son aspect réaliste. On remarque d'ailleurs que, très curieusement, les mangas sur l'Égypte antique sont rares. C'est vraiment surprenant, compte tenu de la richesse effarante de cette période, qui s'est étalée quand même sur plusieurs millénaires. On espère donc que Reine d'Égypte ouvrira la voie à d'autres mangas sur les pharaons. Mais ça, seul l'avenir le dira. C'était Lozaru, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.